propose un exposé ou une intervention plutôt que j'ai intitulé « Processus anthropiques et néganthropiques dans la peinture informelle ». Donc je vais me risquer à cet exercice difficile qui est d'essayer de vous parler de mon travail en peinture et puis aussi de mon travail en installation lumière à partir de la réflexion d'un esthéticien allemand qui a été, je crois, un petit peu oublié, qui s'appelait Konrad Fiedler, qui était un contemporain de Nietzsche. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Et donc je vais essayer en fait de créer des ponts entre notre réflexion sur l'entropie, la néganthropie, anthropologie, néganthropologie, et la réflexion sur la forme et sur l'activité artistique que propose Konrad Fiedler à partir de mon travail. Donc je ne vous garantis pas de l'extrême rigueur de ces ponts que je vais essayer d'établir, mais il me semble, en tout cas de manière intuitive, qu'il y a des liaisons intéressantes peut-être qui peuvent être opérées. Le rêve est un moment majeur de toute bascule néganthropologique. C'est ce que nous avons tenté d'approcher l'an passé. Bernard a beaucoup parlé de Florian. Florian ne rêve pas. Du moins, il ne fait pas de rêve diurne et il affirme que c'est le cas de toute sa génération. Tout ça, c'est fini, dit-il. Et tout cela procède aussi de ce que Jonathan Crary appelle le capitalisme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les rêves diurnes que ne fait pas Florian supposent qu'existent ce que nous avons appelé des protensions collectives constituant une époque. En nous disant qu'il n'a pas accès à ce type de protensions collectives, épocales, qui sont constituées par des protensions tertiaires, Florian exprime la réalité existentielle de ce qui aura été nommé au XXe siècle l'absence d'époque. En 1955, c'était déjà l'épreuve que cet âge constitue, théâtre de ce que Nietzsche appellera le nihilisme, qui conduisait Claude Lévi-Strauss à affirmer à la fin de Triste Tropique que plutôt qu'anthropologie, il faudrait écrire anthropologie, le nom d'une discipline vouée à étudier dans ses manifestations les plus hautes du processus de désintégration, en référence à l'entropie, qui caractérise le degré de désorganisation ou de manque d'information d'un système. Ça, vous l'avez déjà lu, n'est-ce pas? Par opposition, la néganthropie, ou entropie négative, est un facteur d'organisation des systèmes physiques et éventuellement sociaux et humains, qui s'oppose à cette tendance naturelle à l'entropie. L'entropie affecte le temps d'un indice de dégradation, de dispersion et de mort. Tout effort de création et de développement se paye en entropie. Aucun système ne peut se régénérer dans sa clôture. L'ensemble de notre univers, considéré comme un super système clos, va progressivement se désorganisant jusqu'à sa mort. Comment vaincre l'entropie? Telle est la question que nous traitons au cours de cette académie. Je propose dans cette intervention d'aborder une partie du problème du côté de l'activité de la conscience réflexive. Je suppose qu'il existe en miroir de processus anthropiques sociaux et écologiques des processus anthropiques mentaux consistant en une désorganisation de notre pensée. Je me poserai la question de la possibilité d'existence, d'activité et de processus néganthropiques pour l'activité de notre conscience et de cerner ce qui pourrait constituer l'activité d'une organologie de la volonté, c'est-à-dire des protensions et d'une anthropologie de la décision. Je propose pour cela de revisiter l'œuvre de Konrad Fiedler, intitulée « Sur l'origine de l'activité artistique », en établissant un parallèle entre processus d'organisation et de désorganisation et processus de formation et de déformation. Konrad Fiedler, né en 1841 dans une petite ville de Saxe, hérite très jeune de la fortune de son père. Ses voyages, ses lectures, avant tout le compagnonnage avec les créateurs, la fréquentation de leur atelier, marquent son approche de l'activité artistique. Il était notamment l'ami de deux peintres allemands, Hans von Maré et Adolf von Hildebrandt, et Fiedler a surtout été apprécié pour essayer de déplacer son approche de l'activité artistique. Il a beaucoup essayé de se distinguer de Kant, notamment par les relations très proches qu'il entretenait avec des artistes, les deux que je viens de citer en particulier, qu'il a suivis, et avec qui il a vécu, notamment lors de leur séjour en Italie. Donc on était à la fin du XIXe siècle. Et donc, il a pu avoir un aperçu, une approche en fait, de l'activité artistique assez différente de celle de nombreux de ses contemporains. À notre question, Fiedler répondra que l'activité artistique, mieux que l'activité conceptuelle, peut mener à des processus néganthropiques de notre conscience. C'est de cela dont je vais essayer de vous parler. Tout le monde hors de nous provient d'un « en nous », et il n'est raisonnable de parler d'un être que dans la mesure où un tel être apparaît dans notre conscience. Ainsi tombe l'illusion qu'il suffirait de nous emparer par nos organes physiques et nos capacités psychiques d'un monde qui est là devant nous, autour de nous, pour qu'il soit en notre possession. Nous connaissons la réalité que par des processus opérant en nous et par nous. Nous supposons qu'ils commencent dans les perceptions sensibles
et nous en saisissons les résultats là où ils se développent en des formes déterminées. Abandonnons l'hypothèse d'un monde demeurant hors de nous, dans tout son être, et portons notre regard là où nous pouvons véritablement constater l'existence de la réalité, c'est-à-dire de notre propre conscience de la réalité. Survient alors une toute autre image que celle que l'on avait présupposée d'un être, qui est à lui-même sa propre assiette. L'examen de l'atelier intérieur, dans lequel les composantes de l'image du monde naissent avant d'acquérir pour nous une consistance, ne procure pas un stock assuré de figures achevées. Il dévoile au contraire une génération et une corruption incessante, une infinité de processus dans lesquels émergent les éléments de tout ce qui existe sous les aspects les plus divers et au stade d'élaboration les plus variés, sans que jamais le matériel évanescent et sans cesse renouvelé ne se fixe en des formes stables et immuables. C'est un mouvement dans lequel sensations, sentiments et représentations vont et viennent, surgissent et disparaissent, se forment et se dissolvent. C'est un jeu ininterrompu qui ne se stabilise pas un instant de transformation incessante. Nul besoin de chercher le cours éternel des choses hors de nous. Il est en nous. Mais le courant qui nous traverse est trouble et franchit rarement le seuil de notre conscience. Des formations aux contours incertains se détachent l'une après l'autre pour replonger l'instant suivant dans l'obscurité. Qui a déjà observé dans son propre univers intérieur ce phénomène de génération et de corruption continue prendra immédiatement conscience de la substance variable du monde dans sa nature propre, sa profusion et sa richesse, ne saurait élever à une forme saisissable qui la porterait à la lumière d'une conscience connaissante. Elle ne dispose d'aucune expression par laquelle elle serait saisissable et communicable dans un langage qui lui appartienne. Ce qui fait penser un petit peu à Discours-figure de Lyotard, mais on verra qu'il s'en distingue très clairement à la fin, Fiedler. L'homme a beau apprendre ce que sont en réalité les résultats de son activité réflexive, les formations qui, détachées de la matière fluide de la vie sensorielle et psychique, prennent une figure, une gestalt, distincte et stable, et constituent un domaine propre à l'homme. La gloire qu'il tire de cette vocation n'en est pour autant affectée. Il réalise cependant qu'il a surestimé la valeur de son activité réflexive, dans la mesure où ce qu'elle livre à la conscience est une matière composée de tous les éléments de la réalité donnée par nos sens, mais en aucun cas la réalité elle-même. Et il comprend, l'homme, alors que plus le contenu nouveau, dérivé, prend possession de sa conscience, plus il refoule le contenu élémentaire de la conscience, de sorte que l'esprit humain, à mesure qu'il saisit la réalité, s'écarte toujours plus de l'origine de toute réalité. Quand l'homme aura mesuré le processus qui s'opère dans la pensée, ce pouvoir et cette liberté lui apparaîtront très relatives, car il repose sur une contrainte qui est au cœur de l'impulsion intellectuelle. Cette contrainte, c'est la nécessité de transformer en un mot, en un concept, la chaleur du sentiment, la profusion et la richesse de la vision intuitive, le flux des représentations successives, pour mettre ordre, clarté et cohérence là où la chaleur et la profusion restaient obscures et confuses. L'homme prend alors si vivement conscience de sa transformation subie par la réalité immédiate pour pouvoir se représenter comme mots et concepts que la faculté de connaître propre à l'esprit humain, auparavant surestimée, suscite désormais toute sa méfiance. On croyait tout posséder, on ne pense à présent tout perdre par la connaissance. La liberté de l'esprit à laquelle on croyait s'élever par le langage devient à nos yeux une limitation, car on ne peut développer l'être obscur dont on pressent en soi-même le devenir multiple qu'en renonçant à cet être même au profit de toute autre chose. Là, encore une fois, je pense au parallèle avec Lyotard, dans cette opposition entre, d'un côté, le langage et d'un autre côté, l'activité plastique, dont je vais avoir l'occasion là de vous parler. Dès que nous tentons d'observer séparément le monde de la pensée et le monde des représentations sensibles que nous voulons lui opposer, la pensée nous offre des valeurs définies, des concepts, mais la représentation ne nous laisse voir aucune valeur déterminée, seulement des états de conscience changeants, pour ainsi dire fluctuants. Nous sommes à ce point habitués à nous orienter dans le monde par la pensée que nous ne remarquons plus le désarroi où nous sommes quand nous voulons non plus penser, mais seulement représenter. Même si nous prenons les choses tout à fait déterminées et individuelles, une personne ou un objet, que nous trouvons dans notre conscience, que trouvons-nous dans notre conscience quand nous observons ce qui forme alors le contenu, la substance sensible de ce que nous pensons désigner par le mot. Notre conscience représentera toujours le même objet comme un autre, à des degrés de précision infiniment divers, allant de la présence la plus claire au souvenir qui s'efface déjà.
Aucune pensée n'a le moindre pouvoir sur cette vie des représentations possibles, dans lesquelles un arbre vert peut surgir à ma conscience. Il en est toujours ainsi. Et on ne fait qu'encourager une opinion fausse sur les processus intérieurs lorsqu'on les décrit comme suit. Des sensations s'assemblent en perception. On part ainsi de l'idée que ce développement, de la sensation à la perception, puis à la représentation et au concept, est indispensable pour que l'homme puisse avoir une conscience de la réalité claire et globale. On suppose ainsi nécessaire la pleine appropriation sensible d'une chose pour que la certitude de son être puisse entrer dans la forme du concept et devenir un objet de pensée. Or, outre le fait que dans le concept, ce n'est pas du tout l'existence sensible des choses qui est conduite par la conscience, tout effort pour s'approprier complètement un objet par les sens n'aboutira pas à la formation d'un concept. Au contraire, il en exclura la possibilité. Car au moment où le concept prend possession de la conscience, cet effort sensible est interrompu. Il ne reprendra ses droits que lorsque la pensée conceptuelle aura disparu de la conscience active. Tout être est nécessairement perçu, représenté, pensé, mais notre conscience ne peut saisir en même temps deux états différents de l'être, de sorte qu'au moment où l'être apparaît sous forme de représentation, l'être donné dans la perception immédiate disparaît. Et de même, l'être qui se donne sous forme de représentation disparaît de notre conscience quand la représentation fait place à la perception immédiate. Un devenir permanent se substitue donc à l'être. Ça, c'est, je pense, le cœur de la pensée de Fiedler. Un devenir permanent se substitue donc à l'être. À chaque instant, nous sommes face au néant, et chaque instant voit la création d'un être et d'une réalité. Il faut beaucoup de force et d'indépendance d'esprit pour rester fidèle à cette conviction. Plus rien ne nous permet de supposer une réalité donnée, indépendante ou non de nous, et nous voyons toute notre conscience de réalité dépendre d'un processus qui ne se déroule pas hors de nous, mais en nous et par nous. D'autres conséquences se font jour. L'être d'un objet quelconque, donc de réalité tout entière, n'est plus lié à un processus de développement homogène dans notre conscience. Au contraire, cet être est multiple, et les différents domaines matériels dont il se compose, selon la diversité de notre capacité sensorielle, correspondent à différents modes de la conscience de la réalité. On peut toujours penser que cette multiplicité de l'être, dans sa mise en forme sensible, suppose un matériel de réalité commun et homogène, par lequel l'activité sensible s'accomplit dans sa diversité. On peut toujours le penser, mais on ne peut pas le prouver, car on ne peut pas connaître un être s'il n'a pas dans notre conscience une forme, quelle qu'elle soit. Il faudrait donc pouvoir déceler une forme dans laquelle cet être supposé se présente, cet être lui-même non encore spécialisé et qui fonde toute spécialisation sensible. Nous aurons beau descendre au plus profond, jusqu'aux sources, l'origine commune en quelque sorte, à partir desquelles se développe la multiplicité de notre conscience de réalité. Nous ne percevons toujours que des formes spécialisées, au-delà desquelles plus rien n'est perceptible. Là où la conscience s'obscurcit, toute perception prend fin. On ne pourrait donc manifestement parler de l'être d'un objet dans le sens de son homogénéité et de sa totalité sensible que pour des organismes qui en sont restés à un stade très primitif de leur développement. Là où pointent les prémices d'une sensation, on peut supposer que l'être entier d'un objet est lié à un matériel de conscience unique. Plus les organismes se développent en des formes élevées, plus la sensation se différencie et avec elle le matériel de conscience, dans l'être le plus organisé, pourrait rassembler l'être, car comment formerait-il sinon des concepts comme réalité ou être? Ainsi, non seulement l'être des choses se dissout en une multiplicité matérielle, car les événements que nous constatons dans notre conscience dès qu'un être y pénètre sont matériellement très différents, tactiles, audibles, visibles, pensables, etc. Mais à cela s'ajoute une multiplicité des stades de développement dans chaque domaine matériel, pris séparément. Ce qui se présente à nous comme être peut survenir à des degrés extrêmement divers de clarté et de vivacité, de détermination et de mise en forme. Si nous gardons cela en tête, nous accédons à un positivisme bien différent de celui dont se targue la pensée moderne. Car puisque tout ce qui existe se ramène au mode des processus qui se déroulent en nous, par nous et à travers nous, avant toutes les autres opérations mentales dont l'objet est ce qui existe, nous devrons chercher à quel processus de notre vie sensible intellectuelle est liée cette existence. Fiedler substitue ainsi à l'interrogation classique et substantialiste « qu'est-ce que le réel ?», la question critique « que pouvons-nous posséder de la réalité ?» S'il est raisonnable de penser que nos acquis proviennent de notre conscience, il n'en demeure pas moins que ces acquis ne gagnent en consistance que par une mise en forme qui nous fait sortir de l'oniricité dans laquelle nous nous mouvons tant que la prise de forme n'est pas opérée. Tant que les formes ne sont pas produites, la richesse de nos représentations se révèle en effet illusoire, nous ne détenons rien que des fantômes.
C'est donc par cette espèce de formalisme héroïque que Fiedler prétend que nous pouvons acquérir en fait une forme, une connaissance de la réalité. Toute la fin de Sur l'origine de l'activité artistique est une méditation, de nouveau en affinité avec nombre de considérations sur Nietzsche, sur la maladie historique dont est affectée l'époque, sur l'inventivité des grandes époques. Les avant-gardes n'oublieront pas cette articulation du refus de la beauté et de l'apologie du nouveau. Il y a cette phrase très importante dans la philosophie de Fiedler. Les artistes ne doivent pas exprimer une époque, leur tâche est bien plutôt de donner d'abord un contenu à une époque. Autrement dit, les artistes n'expriment pas une époque, mais ils inventent une époque. C'est en ce sens qu'il y a une espèce de formalisme héroïque. Quelques années après la mort de Fiedler, Paul Klee échangea avec l'éditeur munichois Piper quelques dessins de sa main, un certain nombre d'ouvrages. Il eut ainsi à sa disposition des textes de Fiedler, édités par la maison Piper. La phrase si souvent citée de Paul Klee, tirée de sa confession créatrice en 1920, « L'artiste ne ressuscite pas le visible, il rend visible », est fiedlerienne de bout en bout, et cela au-delà de l'écho entêtant de visibilité. On a souligné le rôle libérateur d'une telle abstraction qu'opèrent certains artistes de l'époque, et tout particulièrement ceux du groupe du Blaureiter. Il y a chez Fiedler cette conception que la visibilité pure est ce à quoi doit mener l'activité artistique. C'est par la pureté de la création d'une forme dans l'activité artistique que l'artiste prendra conscience des formes qui s'agitent dans sa conscience et qui lui permettra d'identifier une forme singulière. Et la singularité, la pureté de cette forme conduira à ce que Fiedler appelle la visibilité pure et qui permettra à l'individu, à la fois à l'amateur mais aussi à l'artiste, de prendre conscience de la réalité qui nous entoure. Sans cette activité créatrice, sans cette activité qui mène à la visibilité pure, il n'y aurait, selon Fiedler, aucune connaissance possible de notre conscience, plutôt de l'activité de notre conscience. Les recherches de la psychologie expérimentale et de la physiologie sur la perception jouent dans les élaborations de Fiedler, comme de Wölfflin, de Dilthey ou de Freud un peu plus tard, un rôle essentiel dans le dépassement ou le contournement d'un quantisme strict. Fiedler adopte la description physiologique de notre vie mentale en termes de défilé incessant, de songes abstraits dénués d'accroche pour notre activité sensorielle. Minée par le néant, une telle vie nous tient éloignés de la double et réciproque constitution du monde et de la conscience. La peinture de notre existence ballottée, malmenée, prise dans un tourbillon d'impressions discontinues et éphémères, prend dans son ouvrage Sur l'origine de l'activité artistique des teintes sombres. Maniant l'opposition de la veille et du rêve, d'une oniricité et d'une facticité, Fiedler donne à sa prose un élan et une intensité particulières. À la nuit spectrale succède le jour qui délimite les formes insulaires des créations arrachées à la confusion et portées vers une distinction qui les discrimine. Fiedler montre à la fois le manque de précision de notre conscience percevante et le manque de consistance du réel auquel elle accède dans des conditions habituelles de la perception commune. La clarté et l'indistinction sont des gains obtenus artistiquement par la formation de la forme et uniquement par elle. À l'encontre de la conception kantienne, la sensibilité est chez Fiedler active et non passive. Elle est dotée d'une énergie que le lexique souligne, dans des termes qui rappellent l'esthétique nietzschéenne, le vitalisme nietzschéen. Il s'agit de la dynamique de la pulsion, la vitalité infinie, la tension, la volonté, et aussi la notion de visibilité qui induit l'action de rendre visible. Ainsi, son activité, l'activité de l'artiste, est pure production de forme. Ernst Cassirer définit ainsi la visibilité fiedlerienne. Elle n'est ni un prédicat qui s'oppose aux choses comme telles, en tant qu'absolu, ni une possession passive de données sensorielles déterminées, de sensations ou de perceptions optiques déterminées. Elle implique bien plutôt une activité de l'esprit, un acte de spontanéité. Les choses n'obtiennent une vue que parce que l'esprit le leur prête, dans une manière et une direction particulière de son activité. Elle est cette activité de la présentation artistique, donc c'est-à-dire la traduction de l'allemand Darstellung. Voilà pour ce qui est de l'esthétique, de ce que je voulais essayer de vous dire, l'esthétique fiedlerienne, qui, moi, m'a inspiré. Je n'ai pas essayé de penser mon travail artistique à partir de Fiedler. Enfin, autrement dit, l'idée de mon travail artistique n'est pas venue à la lecture de Fiedler, mais à la lecture de Fiedler, j'ai trouvé un écho peut-être intéressant pour essayer de comprendre ce qui m'animait lorsque j'essayais de peindre. Et puis après, lorsque j'ai essayé de réaliser des installations artistiques avec de la lumière, en particulier dans les boîtes de nuit. Alors, je ne sais pas quelle clarté vous pouvez avoir. Alors, c'est un petit peu embêtant parce que tout mon travail repose précisément sur un travail de précision et que c'est un travail que j'essaie de mener dans le détail. Et là, vous en verrez malheureusement pas grand-chose. Ce
qu'il y a dans la philosophie de Fiedler, c'est que Fiedler nous dit que l'artiste est mu par en fait une volonté de faire apparaître une forme. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était que, en fait, ce que vous voyez là, peut-être ça vous apparaît comme des pointillés, il y a quelque chose qui peut faire penser à du tachisme. En fait, ce sont des points, ce sont des tirets que j'applique avec de la peinture noire sur une surface, sur une qualité de plastique particulière. Et ces touches que j'applique dans un premier temps de manière extrêmement aléatoire vont pouvoir constituer, au bout d'un certain moment, lorsqu'il va y avoir une certaine quantité de touches de peinture qui vont être appliquées sur le support, vont pouvoir tracer imaginairement en fait, des lignes imaginaires et que nous allons tracer en fonction de l'inclinaison de chaque touche de peinture et puis de la quantité de peinture noire qui est en fonction de chaque touche. Et puis nous créons des lignes imaginaires. Et puis au fur et à mesure que je continue cette activité, des formes commencent à apparaître. Mais il ne s'agit pas encore de formes, il s'agit en fait des espèces de protoformes. Ce sont des formes qui sont en formation. Et l'œil en fait s'engouffre dans ces lignes qui commencent à apparaître. Et lorsque l'œil commence à créer une forme, je court-circuite en fait les formes pour essayer de faire apparaître d'autres formes, de telle manière à ce que l'œil ne permette pas de se focaliser sur un endroit précis en fait, de la toile. Et que dès qu'il y a une forme qui apparaît, dès qu'il y a quelque chose qui pour moi ressemble aussi à de la vie, à un ordre, à une organisation, je court-circuite le processus pour déplacer en fait, la vision de l'œil dans un autre endroit du tableau. C'est finalement en fait, une succession en fait, de tentatives échouées de forme ou de vie ou d'ordre que j'essaye de construire. Et alors que l'individu, à la fois moi, dans mon geste créateur et l'amateur, en tout cas celui qui fait l'expérience esthétique de mon travail, est à chaque fois attiré par le désir de trouver une forme, il y a cette tentation, et puis au bout d'un moment, il y a une frustration, parce que comme aucune forme n'apparaît, il y a cette frustration et il y a une espèce de dézoomage qui se produit, où, pris par une espèce de, je sais pas, de frustration en fait, à n'arriver à faire apparaître aucune forme, il y a une espèce de dézoomage qui se produit, de défocalisation, pour observer la peinture en fait dans sa grandeur, dans sa totalité, et finalement ne voir finalement non plus des formes, ou d'essayer de voir non plus des formes, mais finalement un jeu de pulsions, un jeu d'énergie incessant, qui n'aboutit pas en fait à un résultat constitué, mais qui en lui-même renferme une certaine énergie, une certaine électricité, une certaine vitalité, quoi. Et finalement, il y a, en tout cas dans ces premiers travaux que j'avais essayé de réaliser, à la fois une excitation liée à cette pulsion et en même temps une déception, une certaine mélancolie, parce qu'aucune forme n'apparaît. Et c'est sur cette limite, en fait, entre d'un côté l'excitation et la déception qu'aucune forme n'apparaît, que j'essaye en fait, de construire cette première série, au sens où il y avait comme une espèce de, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, une espèce de perversion, parce que d'un côté, j'essaye de mener en fait le spectateur dans la croyance qu'une forme va apparaître, et finalement, dans son expérience, il aboutit à la fin à l'idée qu'aucune forme n'est apparue, et que dans cette croyance déçue, il y a de la mélancolie, il y a de la frustration. Et en même temps, il est toujours récupéré par ce désir de ressentir cette énergie. Ça, c'était une première série que vous aurez peut-être du mal à apprécier parce qu'en fait, là, je le vois bien, ça apparaît clairement à partir de la qualité de l'écran que j'ai en face de moi, parce qu'on peut voir en fait des traits ou des lignes qui apparaissent de manière très fine. Et là, on ne peut pas le voir à cause de la qualité de la définition, malheureusement. Et puis j'ai essayé de travailler dessus, j'ai essayé quand même de faire apparaître la forme, quoi. C'est pour moi, disons que cette tentative un peu perverse, ou cette tentative d'arriver à une espèce de limite entre y a-t-il forme ou n'y a-t-il pas forme, cette limite entre la forme et l'informe, j'ai essayé en fait de faire apparaître la forme, d'essayer de la faire émerger. On est dans un processus, dans une difficulté, il y a un effort, quelque chose qui n'est pas toujours couronné de succès, de satisfaction. Et au fur et à mesure apparaissent des choses avec un peu plus de distinction, bien que l'œil soit toujours perdu en fait, dans un ensemble de possibilités et qu'on voit des éléments qui apparaissent avec un peu plus de distinction, mais on ne voit pas en fait une lecture linéaire qui nous amènerait d'une partie du tableau à une autre partie du tableau. On peut en fait entrer dans le tableau par une multiplicité de pistes. Les choses se précisent un peu plus, ça je n'aurai pas le temps de vous en parler parce que le temps est compté. Et
je n'ai pas comment dire, de piste définitive à vous proposer sur mon travail. Seulement là, il s'agit toujours du même processus, mais qu'il s'est concrétisé à un moment donné au milieu de la toile quelque chose. J'ai appelé ça en fait autoportrait en crise. J'ai appelé cette peinture autoportrait en crise. Ça a été le début d'une série où, à la place en fait d'un visage qui pourrait apparaître dans cette partie un peu plus lumineuse du tableau, il y a en fait voilà, une espèce de point de focalisation lumineux qui apparaît, mais qui apparaît ou qui disparaît. On ne sait pas si la chose va venir ou si elle est en train de disparaître. Et c'est cette... comment dire, c'est ce jeu entre la disparition, en fait, entre la question de savoir s'il y a un élément, ou s'il y a une vie, ou s'il y a un visage, s'il y a une forme qui apparaît, ou si elle est en train de disparaître, qui m'intéressait de créer. Là, c'est pareil, seulement, enfin, c'est pareil, il y a une structure là qui est en train d'advenir, parce que comment dire, la composition s'est faite différemment. Il ne s'agissait plus en fait d'établir de manière aléatoire et chaotique dans un premier temps une série de tirés que j'appliquais sur l'ensemble de la surface, mais comment dire, de peindre de manière extrêmement régulière et de manière extrêmement automatique. Là, la manière dont je peins était presque semi-consciente. Ça peut ça vous faire penser peut-être au travail de Yayoi Kuzawa, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, artiste japonaise qui a été exposée au Centre Pompidou il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, dans ses Infinity Nights. Le processus est le même, c'est-à-dire que c'est des tirés comme ça que j'applique de manière extrêmement régulière et qui constituent un ordre. Et j'essayais en fait de trouver en fait un ordre de composition dans la manière d'établir enfin, dans la manière de faire succéder en fait ces tirés les uns après les autres. Il faudrait que je prenne plus de temps pour vous expliquer malheureusement. Mais ce que j'ai voulu essayer de faire là ensuite, c'était dans une boîte de nuit. Sur la question de la forme, en fait, j'ai essayé de m'intéresser en fait pour vous montrer l'instrument que j'ai utilisé. C'est de la lumière laser et j'ai fait en fait entrer de la fumée et en fait avec le vent en fait le vent va répandre la fumée en fait dans le rayon de lumière et la fumée va se déplacer de manière très aléatoire dans la fumée et puis cette fumée va créer un petit peu comme un nuage en fait, un jeu de formes qui disparaissent, qui apparaissent, qui font penser en fait à des formes, à des individus qui se déforment et j'ai essayé en fait de faire entrer en fait les clubbers dans cet espace de formes qui apparaissent et qui disparaissent et de les plonger dans cette oniricité ça, c'était une présentation que j'avais faite de mon travail donc au Bateau Phare, une boîte de nuit à Paris. C'était mis sur ralenti. J'aimerais vous trouver la partie avec le rayon bleuté. Pardon, donc c'était la partie avec le rayon bleuté qui était au ralenti. Finalement, au terme de mon expérience, pour essayer de revenir à cet enjeu de la forme et de la formation, moi, la difficulté que j'ai, c'est précisément de faire apparaître une forme et de faire apparaître un ordre, en fait. Et que je suis toujours dans cette tentative, en effet, de faire apparaître une forme, mais la question qui se pose, c'est la question de savoir quelle forme est-ce que je peux faire apparaître, quelle forme est-ce que j'ai envie de faire apparaître, quel ordre est-ce que j'ai envie de constituer, et que j'ai aucun élément, en fait, qui me permette de constituer une forme et que je n'en reste en fait qu'à un stade où il n'y a que des tentatives, il n'y a que finalement un jeu incessant de flux qui sont à la fois dans ma conscience et que je projette en fait sur ma toile ou dans lequel je propose de faire entrer les clubbers, mais il n'y a aucune forme qui apparaît et aucun ordre en fait, aucune valeur qui arrive à apparaître en fait dans ce que je propose. Et finalement, je reste à ce stade où, ce dont je parlais déjà tout à l'heure un petit peu à propos de la peinture, on est dans l'excitation, la pulsion, on est dans l'excitation du rêve, mais que ce flux en fait qui ne cesse de se mouvoir nous fait rêver et en même temps nous plonge dans une certaine mélancolie parce que nous n'arrivons à saisir aucune forme et malgré mon effort pour essayer d'isoler quelque chose, rien ne me convainc vraiment. Voilà. Et donc
je suis dans cette position un petit peu ambivalente. Et c'est en ça que lorsque j'ai lu le texte de Florian, moi j'ai ressenti en fait une certaine, je ne sais pas comment je pourrais qualifier ça, certaine compréhension de ce qu'il décrivait, en fait, au sens où si, à partir de la lecture de Fiedler, nous considérons que pour créer de la négantropie, il faut créer de la forme, et que je suis dans un processus où la formation de la forme est aujourd'hui compliquée à réaliser, alors je suis condamné, en fait, à rester dans un certain état d'entropie. Et que finalement le formalisme héroïque que me propose Fiedler, je le trouve intéressant, peut-être d'un point de vue plastique ou d'un point de vue esthétique, mais je ne peux que constater que la solution qu'il me propose est incomplète, ou en tout cas, voilà, je n'arrive pas à essayer de proposer en fait un processus en fait négantropique à partir du processus artistique qu'il décrit. Alors, je ne sais pas, les hypothèses peuvent être nombreuses. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'il parle du flux de la conscience. Moi, je ne peux pas m'empêcher aussi de penser au flux des images. Peut-être y aura-t-il d'autres interventions sur ce sujet-là. Je pense que le flux constant des images auxquelles nous sommes soumis nous empêche aussi, ou du moins complique la possibilité d'arriver à isoler une image en particulier, et que plus les images défilent, que ce soit les images télévisuelles, les images sur Internet, ou plus notre vitesse en fait, d'accélération des images s'accélère, plus en fait il devient difficile d'isoler une image, et plus la connaissance du monde, à partir de la réflexion fiedlerienne que je vous ai proposée, se complique. Et que cette difficulté en fait à la fois connaître le monde et à la fois connaître en fait un état précis de sa conscience plonge tout de même dans une certaine mélancolie, quoi. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là.